Bonjour chers curieux de l'histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une guerre ou une bataille de l'histoire, mais plutôt un concept qui va justement vous permettre de mieux les comprendre, celui de triangle tactique, qui se trouve justement être le titre de cet ouvrage que j'ai lu récemment, publié en 2019. Il a été écrit par le colonel Pierre Santoni, qui a été à un temps donné le commandant du CENSUB, du centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. C'est en fait un camp d'entraînement situé à Sissonne qui reconstitue une ville dans laquelle l'armée française peut s'entraîner au combat urbain dans les conditions les plus réalistes possibles. Raison pour laquelle il a également participé à la rédaction de son petit frère, Combattre et vaincre en ville, l'ultime champ de bataille, dont je vous parlerai à un moment ou à un autre. Alors dans celui-ci, comme l'indique son sous-titre « Décrypter la bataille terrestre », Pierre Santoni nous propose ce triangle tactique comme une clé de lecture afin de mieux comprendre la bataille terrestre à travers toute l'histoire, rien que ça. Alors, je dirais que d'un point de vue événementiel, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose. Et c'est normal, puisque le but de cet ouvrage n'est pas de faire une histoire des guerres, mais de développer une réflexion théorique sur la tactique. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un ouvrage tout simplement excellent. Je vous le recommande. À titre personnel, il m'a permis de formaliser certaines de mes idées et d'ajouter une couche supplémentaire de compréhension sur les guerres en général, et notamment sur celui aujourd'hui qui se déroule en Ukraine. Vous l'aurez peut-être déjà compris, cette vidéo est comme une sorte d'introduction à la prochaine grande vidéo qui portera sur la guerre en Ukraine et son évolution depuis novembre dernier. Alors pour cela, je vais commencer dans cette vidéo avec un prérequis, c'est-à-dire faire la distinction entre la tactique, la stratégie et l'art opératif. Et pour faciliter votre compréhension, je vais multiplier les exemples historiques. Dans la vidéo suivante, je vous expliquerai en quoi consiste ce triangle tactique et son corollaire, le blocage tactique, ce qui sera l'occasion pour moi de vous faire une brève histoire de l'évolution tactique à travers l'histoire. Et enfin, notre dernière vidéo qui portera sur l'évolution du conflit en Ukraine depuis la prise de Kherson. Allez, c'est parti! Établir la différence entre stratégie et tactique est plus difficile qu'il n'y paraît, d'autant plus que s'ajoute un troisième niveau de l'art de la guerre, l'art opératif. Et c'est pourquoi Santoni, avant de parler de l'évolution tactique à travers l'histoire, consacre toute la première partie de son ouvrage à expliquer la genèse et la consistance de ces termes. Pour ce qui est de la stratégie, bien que le mot soit d'origine grecque, stratos again, littéralement conduire l'armée, cette dernière n'a fait l'objet d'aucun ouvrage théorique durant l'Antiquité. Ce qui ne veut pas dire, comme l'indique très bien le général Richoud dans son ouvrage L'armée romaine, première armée moderne, que la stratégie n'existait pas. L'exemple qu'il donne de la stratégie de Flavien et de Titus contre la révolte juive entre 66 et 73 le montre parfaitement. La théorisation n'est pas un préalable à l'usage. En fait, pour voir un début de réflexion théorique sur la stratégie, il faut attendre le 6e siècle avec le traité du Pseudo-Maurice Strategicon, mais surtout le 18e siècle avec d'un côté le livre de Joly-Mazeroy, Théorie de la guerre, inventeur également du mot stratégie, et de l'autre celui du Prussien Dietrich von Bülow, Esprit du système de guerre moderne. En fait, la stratégie pourrait se résumer à un diptyque quoi, comment. Le quoi, c'est le but de guerre défini par le politique. Un but de guerre qui peut être de nature différente, militaire, politique, économique ou les trois à la fois. Lorsque Saddam Hussein attaque l'Iran en 1980, son but est de faire main basse sur le Khouzistan, région frontalière où se trouvent les 2/3 de la production pétrolière iranienne, ce qui est censé oblitérer les ressources nationales de son ennemi et en même temps déstabiliser le jeune régime islamique. Un objectif qui est d'abord donc militaire, mais ensuite économique et politique. La stratégie définit ensuite le comment, c'est-à-dire le plan d'action global imaginé par le stratège pour atteindre ces buts de guerre. Il englobe le choix des moyens, qui ne sont pas uniquement militaires, de leur préparation, des centres de gravité adverses à atteindre, et des méthodes d'action qui, elles non plus, ne sont pas forcément militaires, à l'instar d'une opération de désinformation, d'une cyberattaque ou d'une opération clandestine. Et dans ce cas-là, on parle d'une action multidomaine. Alors ça, c'est la stratégie, mais qu'en est-il de la tactique ? Tout comme le mot stratégie, celui de tactique a une origine grecque. Tactiquer, taxis, c'est-à-dire l'art de ranger, d'organiser et de faire manœuvrer les troupes. Le Tactica de 911, écrit pour ou par l'empereur romain d'Orient Léon VI, évoque l'organisation de la cavalerie, de l'infanterie, des exercices à mener, la polyurcétique et bien d'autres sujets. Le terme est remis au goût du jour au XVIIIe siècle par Joly de Mazeroy, qui fait évoluer ou plutôt recentrer la tactique autour de l'art d'organiser et de disposer les troupes. Pour Bülow,
modo, dans son esprit du système de guerre moderne, la tactique c'est la manœuvre sur le champ de bataille, ce qui a donc trait au contact de l'ennemi, là où au contraire il place la stratégie dans le domaine de ce qui est hors du cercle de vue. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, le mieux est que je vous lise la définition du général Yakovlev, reprise par Santoni dans son ouvrage Tactique théorique. La tactique est, je cite, l'art de combiner les moyens militaires dans une mise en œuvre circonstanciée et locale des plans de la stratégie. Autrement dit, aujourd'hui la tactique désigne la conduite du combat avec l'art de placer et de mener les troupes dans la bataille, d'utiliser et de combiner toutes ses capacités et les effets des armes pour battre son adversaire sur le champ de bataille. Il existe donc une différence d'échelle entre la stratégie et la tactique. La première cherche à gagner la guerre, là où la tactique cherche à gagner une bataille. Il existe donc d'un côté la stratégie et de l'autre la tactique, mais encore faut-il qu'il y ait un lien entre ces deux niveaux de la guerre afin d'assurer la cohérence entre le plan de la stratégie et les combats du niveau tactique. Et bien c'est justement là l'affaire de l'art opératif. Un art opératif que Lopez et Billan, dans leur livre récent Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif, définit justement comme étant, je cite, la discipline destinée à mettre le combat au service des buts de la stratégie. Pour comprendre l'art opératif, il faut partir d'un constat. Avec la montée en puissance des États à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont capables de mobiliser des forces humaines de plus en plus importantes, l'idée que le sort d'une guerre se déciderait lors d'une seule bataille, la bataille décisive sur un champ de bataille consenti, comme c'était le cas souvent durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, est de moins en moins la règle. Alors elle n'a pas disparu. En 1866, la Prusse pousse l'Autriche-Hongrie à la capitulation après sa seule victoire de Sadova. Mais 4 ans plus tard, les Français ont beau être vaincus à Sedan, cela ne les empêche pas de continuer la guerre avec de nouvelles armées formées. Et que dire de l'autre côté de l'Atlantique avec la guerre de sécession où les batailles majeures se comptent par dizaines. Dès lors, l'art opératif ne voit plus l'ennemi comme une masse armée qui doit être vaincue par l'attrition, mais comme un système, constitué de troupes, d'unités de soutien, de lignes de communication, de dépôts de logistique, de centres de commandement. En géographie, on parlerait d'un rhizome. La défaite de cet ennemi passe donc par la déstructuration de ce système dont il tire sa force, disjoindre les différents éléments, les déconnecter, couper les lignes de ravitaillement, de communication, fragmenter le système pour lui faire perdre sa cohérence. Dès lors, on peut dire que l'art opératif ne cherche pas forcément à battre l'adversaire par sa destruction, la bataille n'est même plus un objectif en soi, mais par l'effondrement de son système. Alors, comment obtenir cet effondrement ? Eh bien tout d'abord par la manœuvre. L'art opératif, c'est la capacité à faire manœuvrer, à mener, à orienter de façon coordonnée les différents échelons de l'armée, armée, corps d'armée, division, etc. Dans un espace donné, plus ou moins vaste, afin de les conduire sur le champ de bataille dans les conditions les plus avantageuses. L'idéal étant que par la seule manœuvre, la bataille soit gagnée d'avance. Un exemple qui va tous vous parler, c'est la victoire de Napoléon à Ulm en 1805. C'est un des exemples développés par Santoni, pour qui l'art opératif naît au XVIIIe siècle avec l'apparition du système divisionnaire. Pour lui, Napoléon, même s'il n'a jamais théorisé cet art opératif, en a été un maître en même temps qu'un innovateur. En créant les corps d'armée, véritables petites armées autonomes, qu'il fait manœuvrer en 7 semaines de Boulogne à Ulm, sur une largeur de 300 km en 7 axes, cachant ainsi au général autrichien Mack l'axe principal de l'attaque. Par ce système, et sa réalisation, l'armée française coupe par surprise les arrières de l'armée autrichienne qui se voit privée donc de son ravitaillement, et c'est ainsi que sans la moindre bataille majeure, par la simple manœuvre, Napoléon fait capituler 25 000 Autrichiens à Ulm pour la perte côté français d'à peine 500 hommes. Mais l'art opératif, c'est aussi l'art d'enchaîner des opérations afin de détruire la cohérence de ce système adverse. Il s'agit de conduire des opérations, des offensives, des attaques, des sièges, tout ce que vous voulez, combiner parfois des actions non militaires, informationnelles, comme des opérations de déception, la maskirovka, un camouflage pour maximiser les effets de surprise, mais ça peut aussi être une action économique, diplomatique, etc. Cette séquence d'opérations, par leur enchaînement, leur distribution dans l'espace et dans le temps, doit produire un effet disproportionné à l'effort consenti et amener à l'effondrement de l'adversaire en disloquant son dispositif, en détruisant sa cohérence par l'usure et donc anéantir sa capacité d'opposition. Alors
Santoni parle de la bataille de la Marne comme étant la première grande bataille opérative, car pour stopper l'avancée allemande, Joffre a su coordonner et combiner l'action de toutes les armées françaises et britanniques, et ce, grâce notamment à l'utilisation du téléphone et du télégraphe. Car sans système de communication, le chef militaire ne peut pas coordonner à longue distance des manœuvres sur de vastes espaces. Les communications, tout comme la logistique, dont il s'agit de faire des choix dans les priorités, sont de véritables fonctions opérationnelles. Dans un entretien organisé par le magazine Guerre Histoire sur l'art opératif, Goya explique cet autre exemple de la fin de la Première Guerre mondiale, dont l'échec de l'offensive Nivelle en 1917 représente la dernière tentative de bataille décisive, c'est-à-dire de gagner la guerre par la percée du front. Pétain comprend alors que la bataille décisive n'est pas possible, le système de tranchées est installé dans la profondeur, la rupture est impossible. Il va donc cibler un autre centre de gravité, l'armée allemande et ses réserves, qu'il s'agit d'user non pas par une grande offensive du style Verdun, mais par un ensemble de petites opérations, un véritable martelage de la ligne Hindenburg pour user progressivement l'armée allemande jusqu'à la faire craquer. Ces opérations, ce sont les 100 derniers jours de la guerre. Alors pour Bihan, les vrais concepteurs de l'art opératif, ce sont les soviétiques, avec des généraux des années 20 et 30, comme Tukhachevski et surtout Svetchine. Ce dernier est l'inventeur du mot opératif, un art qu'il relie à la stratégie et à la tactique, auquel il ajoute une dimension de profondeur des opérations. C'est-à-dire qu'après la percée du front, obtenue par l'action combinée de l'artillerie et de l'infanterie, l'arme blindée, l'arme mobile, doit exploiter la percée sur la profondeur en combinant son avance avec d'autres actions sur les arrières ennemis, comme par exemple les frappes aériennes sur les bases logistiques et les concentrations adverses. Cette combinaison doit amener à la déstructuration du dispositif de l'ennemi qui, ayant perdu sa cohérence, ne parvient à rétablir un front uni. Svetchine ajoute également à cet art opératif une dimension économique en combinant l'action militaire à la mobilisation industrielle. Pour avoir un exemple de cet art opératif à la soviétique, il suffit de regarder l'opération Bagration en 1944. Et si on veut un exemple beaucoup plus récent, on peut citer la percée des Ukrainiens de Balaklia à Kupiansk en septembre dernier, une percée qui s'est faite sur 80 km de profondeur, qui a complètement détruit le dispositif russe, au point même parfois d'atteindre ses propres centres de commandement. Alors pour récapituler, on commence par l'échelon stratégique, c'est celui qui élabore le plan en ciblant des centres de gravité déterminés. Vient ensuite l'échelon opératif, c'est-à-dire la mise en application de ce plan, avec les manœuvres qui sont coordonnées, une priorité donnée dans la logistique et une distribution dans l'espace et le temps des coups à l'ennemi. Et enfin vient l'aboutissement de tout ce processus, la dernière étape qui est incarnée par l'échelon tactique, c'est-à-dire l'affrontement, le contact avec l'ennemi, ce que l'on appelle globalement le champ de bataille, même si la taille de ce dernier n'a cessé de s'accroître, car durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, ce n'est que quelques centaines, voire quelques kilomètres. À partir du XIXe siècle, on peut parler d'une dizaine, voire d'une vingtaine de kilomètres, et à partir du XXe siècle, on a carrément des champs de bataille qui se font à l'échelle d'un continent. Alors, pour que vous compreniez davantage l'articulation entre ces trois niveaux de la guerre, je vais utiliser des exemples historiques. Et pour commencer, je vais prendre un exemple de l'Antiquité qui va parler à tout le monde, celui de l'expédition de Hannibal contre Rome en 218 avant Jésus-Christ. Alors à Carthage, c'est la Gerousia, une assemblée aristocratique qui a le pouvoir de déclarer la guerre, et même si Hannibal lui a un petit peu forcé la main, c'est tout de même elle qui a la compétence de lui accorder les moyens de son armée, notamment les mercenaires. Hannibal, qui doit rendre des comptes à cette assemblée, est le chef militaire. C'est donc à lui que revient de déterminer la mission pour atteindre les buts, qui ici n'est pas de détruire Rome, mais de la vaincre, ou de se retrouver dans une position favorable de négociation pour retrouver la domination sur la Sardaigne, la Corse et la Sicile, perdue à l'issue de la première guerre punique. La stratégie d'Hannibal va reposer sur la surprise. Il s'agit de prendre à contre-pied les Romains, en ne les combattant pas en Sicile comme cela se faisait traditionnellement, mais en Italie du Nord en opérant une vaste manœuvre depuis l'Ibérie, en traversant le sud de la Gaule et les Alpes, afin de débouler sur le nord de l'Italie et surprenant ainsi les Romains concentrés dans le sud de la botte italienne. Sachant que cette stratégie a une dimension politique, puisqu'il s'agit de profiter de l'état de faiblesse des Romains pour provoquer une révolte des peuples fraîchement soumis par ces derniers et s'en faire des alliés.
Alors ici, on ne peut pas parler d'art opératif, ce serait anachronique. Hannibal ne coordonne pas des corps d'armée, il manœuvre avec son armée qui est regroupée autour de lui. Et si on veut illustrer le niveau tactique, eh bien on peut citer l'exemple de la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, où Hannibal, en infériorité numérique, a combiné l'effet de ses différentes armes en utilisant, comme au judo, la force de l'adversaire contre lui-même, en laissant les légions, point fort de l'armée romaine, mais guidées par des généraux peu formés, s'enfoncer dans son centre, mais pour mieux l'envelopper, en plaçant sur ses ailes ses meilleures unités de son armée, l'infanterie lourde carthaginoise et la cavalerie de ses alliés numides, gaulois et ibériques, qui a balayé celle des Romains et de leurs alliés latins, leur point faible, et qui par sa mobilité a participé à l'encerclement des légions romaines dans lesquelles des dizaines de milliers de soldats citoyens vont trouver la mort. La bataille de Cannes est l'une des plus grandes défaites de l'histoire de Rome. Alors un autre exemple, celui-ci nous est donné par Santoni, c'est l'opération Neptune, le débarquement du 6 juin 1944, qui est l'une des opérations les plus complexes de l'histoire militaire. Comme je vous l'ai dit précédemment, les buts de la stratégie sont établis par le politique. Ici, ce sont ceux de la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942 et qui voit la constitution d'une coalition internationale de 26 pays appelés les Alliés et qui promettent de mobiliser toutes leurs ressources jusqu'à la défaite totale de l'Axe. C'est dans ce cadre que Churchill et Roosevelt mettent au point en 1943 une stratégie qui consiste à ouvrir un second front en Europe de l'Ouest, en Normandie, dans l'objectif de prendre l'Allemagne en étau et de diviser son effort défensif. C'est ensuite au Cossack, au Chief of Staff to the Supreme Allied Commander, d'élaborer le plan qui est validé et annoncé à Staline à la conférence de Téhéran en novembre 1943. Vient ensuite le niveau opératif, et ça c'est l'affaire de Eisenhower et de tout le SHAEF, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, qui se charge de préparer et de conduire les opérations. Il est le rouage entre le politique et l'armée, c'est lui qui choisit l'affectation des ressources, les priorités logistiques, les trajets de la flotte, l'utilisation de l'aviation et la date. On se souviendra tous du fameux « OK, let's go » de Eisenhower du 5 juin 1944. Enfin, vient le niveau tactique. Là, c'est le débarquement sur les plages elles-mêmes, les techniques et la traversée de ces plages et la méthode de conquête des premiers pans du territoire. Un niveau tactique qui revient aux chefs de division, de régiment, de bataillon, bref, ceux qui sont au contact de l'ennemi. Alors un autre exemple qui vous permettrait de comprendre la distinction stratégie-tactique, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Vous avez tous entendu parler ces derniers mois du risque de voir la Russie employer ses armes nucléaires tactiques, en vous demandant bien ce que l'ajout de ce mot tactique, après le mot arme nucléaire, voulait bien signifier. Je vais tenter de vous l'expliquer. La différence entre les armes nucléaires stratégiques et celles tactiques réside dans leur finalité et donc dans leur puissance que l'on calcule en kilotonnes de TNT, c'est-à-dire d'explosifs. Les armes nucléaires stratégiques sont utilisées dans le cadre d'une attaque qui a pour but de faire gagner une guerre. Les cibles sont donc directement les points névralgiques d'un État, capitale, grande métropole, installation militaire. Elles sont plus puissantes, elles se mesurent en milliers, parfois en dizaines de milliers de kilotonnes de TNT. La plus puissante d'entre elles, la Tsar Bomba, avait une puissance de 50 000 kilotonnes de TNT, et leur rayon de destruction se mesure en dizaines de kilomètres. Les armes nucléaires tactiques, elles, ont pour but de faire gagner seulement une bataille, en étant utilisées pour frapper un secteur déterminé de la ligne de front ou détruire une concentration armée de l'ennemi. Leur puissance est donc plus faible. Néanmoins, il faut imaginer que les plus puissantes d'entre elles sont équivalentes à celle d'Hiroshima, qui avait une puissance de 12 kilotonnes de TNT. Elles sont suffisantes pour détruire 2, peut-être 4 ou 5 km du front. C'est ainsi que la France, durant la guerre froide, en cas d'invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest, s'était basée sur une doctrine consistant à frapper, à l'aide des missiles nucléaires tactiques Hermès, les grandes concentrations blindées soviétiques qui seraient entrées en Allemagne, pour faire gagner du temps aux politiques dans sa prise de décision quant à la meilleure utilisation stratégique de l'arme atomique. Alors soyons clairs tout de suite, ce n'est pas parce qu'il existe cette distinction du nucléaire tactique qu'elle a pour autant un sens. Ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, l'utilisation de l'arme atomique sur un champ de bataille ne répond à aucune rationalité. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? D'un point de vue offensif, vous allez peut-être péter 3-4 km du front adverse, et après vous allez faire quoi ?
engouffrer vos troupes dans la brèche irradiée. Soyons sérieux. Alors peut-être que d'un point de vue défensif, ça permettrait de détruire une concentration adverse, mais déjà, ça représente un risque pour vos propres troupes qui, étant donné que les fronts sont vraiment très imbriqués, risquent d'être également irradiés. Et puis, en fait, ça va pas servir à grand-chose parce qu'il faut imaginer qu'avec l'accroissement de la puissance de feu, la densité d'occupation du front n'a cessé de diminuer. Il faut imaginer que du temps de Napoléon, vous avez quand même 200 000 hommes sur un champ de bataille qui fait quelques kilomètres carrés. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, vous avez une armée ukrainienne de plusieurs centaines de milliers d'hommes, mais qui occupe un front de 900 km. Donc tout au plus, vous allez détruire, allez, une brigade. Donc un bénéfice militaire assez faible, mais pour un coût politique énorme, parce que là, vous allez vous attirer les foudres de la communauté internationale. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'aucune nation n'a intérêt à utiliser l'arme atomique de point de vue tactique. Alors si je devais utiliser un dernier exemple pour vous faire comprendre ces trois niveaux de la guerre, j'utiliserais la métaphore du rugby. Dans ce cas, l'échelon stratégique correspondrait au plan de jeu mis en place par l'entraîneur avant le match. La tactique, ce serait l'affrontement, le contact entre les joueurs, et l'opératif, c'est la mise en application du plan de jeu, ainsi que la combinaison de phases dans lesquelles votre équipe va enchaîner des passes à gauche, à droite, contact, manœuvre, passe en arrière, jeu de pied, afin que par cette séquence de mouvements et d'actions, la ligne adverse perde peu à peu de sa cohérence et finalement laisse un écart, un trou par lequel un de vos joueurs va pouvoir traverser la défense. Les interactions entre ces trois échelons de la guerre sont nombreuses au point que la frontière entre eux paraisse parfois floue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne stratégie ne suffit pas à la victoire si elle ne s'accompagne pas d'une bonne tactique ou de moyens adaptés. C'est justement ce qui a posé problème aux Russes en Ukraine l'année dernière. J'aime bien la comparaison de Goya qui dit que ce que les Russes ont essayé de faire avec l'Ukraine, c'est un peu comme si l'Allemagne avait tenté d'envahir la France en 1940, mais avec seulement leurs 10 divisions blindées. Alors de même qu'une bonne tactique n'amène pas forcément à une victoire stratégique. C'est ce qui s'est passé pour Hannibal, qui, après son immense succès tactique à la bataille de Cannes, a suivi une mauvaise stratégie en choisissant d'éviter l'affrontement direct avec la cité romaine et en obliquant vers l'Italie du Sud, les fameux délices de Capoue, perdant ainsi l'initiative et laissant aux Romains le temps de reconstituer leurs forces armées qui finalement vont battre les Carthaginois. Alors je vous renvoie à cet excellent ouvrage dont la direction était assurée par Lopez et qui fait une très bonne synthèse des raisons pour lesquelles Hannibal n'a pas attaqué Rome directement. On peut également citer la percée des Ukrainiens du dispositif défensif russe à Balaklia en septembre dernier, suivi d'une progression de 80 km de profondeur, mais si c'est une victoire opérative et tactique, elle n'est pas stratégique car non déterminante, ses effets n'ayant concerné qu'un espace limité. Enfin, on peut dire que la stratégie est corrélée à la tactique, car s'il y a un blocage tactique, cela amène irrémédiablement à une paralysie stratégique. Et c'est justement parce que l'armée russe a été défaite tactiquement par l'armée ukrainienne en février et mars que le Kremlin a dû abandonner sa stratégie première et l'adapter en diminuant les objectifs pour reconcentrer ses troupes sur un secteur en particulier, le Donbass. D'où les replis et abandons successifs, les régions du nord à partir de la fin mars, puis Kharkiv en septembre et enfin Kherson en novembre. Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre la différence entre tactique, stratégie et art opératif. Si ce n'est pas le cas ou que vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Partagez, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Facebook et sur Twitter où je rédige des articles assez régulièrement sur la guerre en Ukraine mais aussi sur d'autres événements. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un sur l'invasion en Ukraine en appliquant justement ces trois niveaux, opératif, tactique et stratégique. Eh bien, écoutez, maintenant que vous savez ce que c'est que la tactique, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur cette dernière et voir en quoi consiste ce fameux triangle tactique présenté par Santoni. Mais malheureusement, il faudra attendre pour cela la prochaine vidéo. Donc, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire d'ici là. Longue vie et prospérité.